Bon, bonjour à tous, je me présente, je suis donc Éric Kobierziki, je suis bénévole depuis de très nombreuses décennies, on dira, d'associations de protection de la nature ou d'actions ou d'associations naturalistes. J'ai rédigé le plan national d'action du vautour perctoptère. C'est un plan qui est décennal. C'est le deuxième, donc le premier il avait duré 5 ans, c'est le deuxième plan qui en fait est un plan rédigé et piloté par le ministère de l'écologie à travers donc la direction régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai la mission en fait de coordonner d'un point de vue technique à la fois le réseau d'observateurs de l'espèce dans les Pyrénées. Et j'ai également une mission d'animation en fait, du volet scientifique à travers des programmes de bagages ou de suivi télémétrique. Voilà pour la présentation. Alors, ne sachant pas exactement quel est le public auquel je m'adresse, donc j'ai essayé de faire une présentation qui est à la fois pas trop technique, mais qui l'est un petit peu quand même. C'est-à-dire que je vais présenter l'espèce. Alors, pour certaines personnes qui connaissent déjà l'oiseau, eh bien, ça va paraître un peu simple, peut-être pour eux. Mais bon, il me semblait que c'était intéressant quand même de présenter la biologie de l'espèce dans ses grandes caractéristiques. Et ensuite, je souhaite en fait vous parler de l'oiseau plutôt dans les Pyrénées et à la fois aussi donc dans son cycle de reproduction et sa phénologie de migration. Voilà. Donc, je voulais situer un petit peu l'espèce parmi les espèces qui sont présentes à la fois dans le monde et en Europe. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans le monde, il y a environ 266 espèces de rapaces diurnes, dont 7 vautours qui sont présents sur les continents américains. Il y a des urbus, des condors, et 16 dans l'ancien monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Bon, en France et en Europe, on a 4 espèces présentes régulièrement qui sont le gypaète barbu, le vautour moine, le vautour fauve et le vautour percnoptère. Le vautour percnoptère étant le plus petit des 4 vautours en question. Donc, je vais vous parler juste une diapo sur chacune des espèces, donc et pour rappeler un petit peu le statut de chacune à la fois donc, enfin, au niveau français essentiellement. Donc, pour vous indiquer que le gypaète barbu, donc il y a il y a 50-52 couples présents sur le versant nord du massif cette année et près de 190 couples sur l'ensemble du massif, c'est-à-dire sur les deux versants. Et nous avons en France une vingtaine de couples dans les Alpes françaises où l'espèce a fait l'objet d'un programme de réintroduction et où des actions continuent à travers des programmes européens pour favoriser en fait un corridor entre les Pyrénées et les Alpes actuellement. Une autre espèce de vautour que l'on peut rencontrer en France, c'est le vautour moine. Il n'est pas nicheur dans les Pyrénées françaises et il est rarement observé dans quelques vallées du massif. Actuellement, par exemple, la semaine dernière, il y avait un vautour moine en vallée d'Ossau. Donc, on a 1 ou 2 ou 3 observations chaque année de cette espèce sur le versant nord du massif. Les oiseaux, en fait, sont présents également au sud des Pyrénées, puisqu'en fait, il y a un programme de réintroduction qui existe et qui est en cours dans les Pyrénées sud-catalanes. En France également, nous avons des programmes analogues dans les Grands Causses, les Baronnies, le Vercors. Et il y a environ 30 couples qui sont actuellement reproducteurs. Bon, l'espèce la plus commune et la plus représentée dans notre pays est le vautour fauve que vous connaissez tous certainement, avec des effectifs donc les plus importants. Le dernier dénombrement qui a eu lieu en 2018 fait état de 1254 couples présents sur l'ensemble du massif côté nord, avec essentiellement des oiseaux nicheurs dans les Pyrénées-Atlantiques, puisque en fait, il y a 75% des couples qui sont présents dans ce département. 1055 couples précisément ont été dénombrés. Cet effectif, qui semble important, en fait, ne représente qu'un quart de la population pyrénéenne,
puisqu'en fait, au total, en 2018, les Espagnols avaient aussi dénombré les vautours fauves et on arrivait à 7269 couples recensés. En France, l'espèce existe également dans d'autres massifs, puisqu'elle a été réintroduite initialement dans les Grands Crosses, mais ensuite dans d'autres massifs, dans les Baronnies, dans le Verdon, où on a un effectif de 1327 couples. Donc, l'espèce qui va nous occuper aujourd'hui est le vautour percnoptère, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, le plus petit de ces vautours et peut-être le plus original parce qu'en fait, il a à la fois il a un régime alimentaire assez spécifique, il est migrateur et il est peu représenté également en France, puisqu'en fait, nous n'avons pas plus de 90 couples sur à la fois sur le massif des Pyrénées et sur certains départements du sud-est de la France. Tant au niveau international qu'en France, l'espèce est considérée menacée au niveau des critères IUCN, en danger, et fait en France l'objet, comme je l'ai dit au tout début, d'un plan national d'action pour à la fois une meilleure connaissance de cette espèce, dans sa biologie, dans ses caractéristiques sur notre territoire, et évidemment pour mener des actions de conservation afin de stabiliser la population et surtout éventuellement, enfin si possible, à la fois de la maintenir, mais aussi qu'elle se développe dans certains secteurs. Donc, la distribution de l'espèce au niveau mondial, l'oiseau se trouve uniquement donc, dans l'ancien monde, comme je le disais initialement, et le percnoptère est migrateur et en fait nicheur plutôt aux latitudes les plus septentrionales et va migrer plutôt au niveau de l'Afrique. On a trois sous-espèces. On a la sous-espèce nominale, c'est-à-dire celle qui est la plus commune et qu'on va trouver essentiellement sur le pourtour méditerranéen, en Afrique, et également dans une partie de l'Inde. Il existe deux autres sous-espèces, une qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, qui niche aux Canaries, qui est sédentaire, et une autre sous-espèce qui existe au nord de l'Inde, en grande partie au nord de l'Inde. Donc ces trois sous-espèces constituent donc la totalité de la population mondiale. Il est difficile de donner des effectifs globaux, même si dans certains atlas, vous pouvez voir des chiffres apparaître. En Europe occidentale, l'essentiel des effectifs, les oiseaux sont essentiellement présents en Espagne, puisqu'on a plus de 1500 couples, et alors là on ne le voit pas trop, mais aussi en Turquie. Et donc, le reste de la population se situe une partie en France, 90 couples, je l'ai dit, quelques couples en Italie. La population a quasiment disparu d'une grande partie de l'Italie, mais aussi de l'ancienne ex-Yougoslavie. On la trouve très peu en Grèce, mais également dans les Balkans. On va trouver quelques couples dans certains pays, la Grèce, la Bulgarie, etc. Des programmes de conservation importants ont lieu actuellement dans les Balkans avec des programmes LIFE, je ne sais pas si les termes vous parlent, donc des fonds européens qui sont consacrés au sauvetage de l'espèce dans ces différents pays. Alors, je voulais faire un petit peu d'histoire. Donc, les vautours sont présents depuis au moins 50 millions d'années, d'après les paléontologues. Le percnoptère est signalé dans les Pyrénées seulement au Pléistocène supérieur, donc au Pays Basque et en Biscaye. On a trouvé donc des restes de percnoptères dans des grottes, à Historitz en particulier, qui datent de 30 000 à 50 000 ans. Il est plus ancien dans d'autres régions. Par exemple, en ex-Yougoslavie, on a des restes datés du Pléistocène moyen, c'est-à-dire de 400 000 ans.
Après, on a quelques données plus historiques et plus récentes. Par exemple, le percnoptère a été trouvé dans des poubelles, entre guillemets, de la ville de Marseille à l'âge historique, c'est-à-dire au début du IIIe siècle. Donc, il était déjà présent, bon, évidemment, à cette époque-là. Et peut-être il était peut-être consommé, ou alors, de toute façon, il devait déjà exister et utiliser enfin, les poubelles certainement de la ville de Marseille à l'époque. Alors, on peut se poser la question de pourquoi ce nom de vautour percnoptère, qui est un nom assez barbare pardon, et bizarre à la fois. Et d'abord que son nom scientifique ne l'est pas moins, puisqu'en fait, comme toutes les espèces, il a un nom scientifique qui est Néophron percnopterus. Donc on retrouve le terme percnopterus et on a le nom du genre qui est Néophron. Donc dans la classification, il y a une seule espèce dans ce genre Néophron, qui est donc le vautour percnoptère. Le genre Néophron contient seulement une espèce, je viens de le dire, et son nom vient de la mythologie grecque. Alors, pour vous raconter une petite histoire de mœurs, dans la mythologie, il y avait deux personnages incestueux qui étaient Néophron et Égyptios, qui ont été punis par Zeus et qui les transforma en vautours. Donc le terme Néophron a été donné au groupe à partir donc, de ce mythe. Le terme percnoptère est peut-être plus parlant puisqu'en fait, ce sont également des racines grecques, puisqu'en fait, on a pter qui veut dire aile, et percno correspond à marquer de noir. Donc, on a donc un oiseau qui a les ailes marquées de noir, ce qui est tout à fait le cas. Et ce nom-là a été donné par Aristote dans son ouvrage Histoire des animaux, sans doute parmi les premiers livres de zoologie qui ont été écrits. Donc, on avait cette signification, sauf que dans son livre, il ne parle pas de vautour, mais il parle d'aigle percnoptère. Souvent, l'aigle, enfin, dans les noms d'oiseaux, les vautours ont été qualifiés quelquefois d'aigles, et encore récemment, au siècle dernier. Alors, l'espèce, elle est connue également sous le nom de percnoptère d'Égypte, vautour d'Égypte, voire poule du pharaon, car très probablement les savants qui fin 18e voyageaient en Égypte, qui étaient également des correspondants de Linné, l'ont trouvé très commun sur les berges du Nil et dans la ville du Caire. L'oiseau était très très présent, et parce qu'en fait, comme à Istanbul ou comme dans d'autres régions à une époque, les oiseaux en fait partageaient leur repas avec les chiens. C'était vraiment les éboueurs naturels de l'époque, comme en Europe à une époque, les cochons en fait mangeaient tous les détritus que laissaient les populations urbaines. Donc, du fait de sa présence importante, le nom vautour d'Égypte, en Égypte, au Caire, ce nom vautour d'Égypte a été donné, et on le rencontre assez régulièrement encore dans la littérature d'aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent du vautour d'Égypte et non pas du vautour percnoptère. En fait, il y a une liste officielle des noms français pour tous les oiseaux, pour les 10 000 espèces d'oiseaux, qui est consultable sur le net. Le nom officiel, c'est bien vautour percnoptère et non pas vautour d'Égypte. Afin d'évoquer la laideur, les dépouilles, la puanteur, la mort, les épurateurs des cadavres de guerre entre les hommes, les vautours ont été souvent diffamés, mal aimés dans de nombreuses civilisations. Alors qu'à d'autres époques, en particulier ou dans à d'autres époques, mais aussi dans d'autres civilisations en Afrique, que ce soit en Égypte ou même dans des civilisations d'Afrique de l'Ouest, les vautours étaient très appréciés de par leur rôle de boire, mais pas seulement. Ils avaient aussi un pouvoir un peu divinatoire. Dans l'imaginaire et la mythologie, c'était un symbole fort. Et d'ailleurs, les Égyptiens ont inscrit en fait dans leur alphabet hiéroglyphique
Le vautour percnoptère correspond à la première lettre de l'alphabet hiéroglyphique, puisqu'en fait, il correspond à la lettre A. Donc, c'est une sorte de A aspiré. Il y a plusieurs A dans l'alphabet hiéroglyphique, mais bon, celui-ci, c'est une sorte de A. Enfin, je ne vous le prononcerai pas, hein, je ne parle pas l'égyptien ancien. Mais donc, de ce fait, puisqu'il apparaissait dans les hiéroglyphes, on le trouve très fréquemment illustré, enfin, inscrit dans des textes ou sur dans de murs de nombreux temples et sur de nombreuses tombes qu'on retrouve en Égypte. Donc là, je vous ai mis une illustration, par exemple, d'une tombe illustration d'ailleurs d'une tombe. Je crois que la chapelle, enfin, cette illustration-là, elle a été rapportée, ramenée au musée du Caire. Elle n'est plus voilà, sur le lieu initial. Pour en terminer un petit peu avec les différents noms de percnoptères, le vautour percnoptère, selon Barbard, il a été assez peu exprimé par les populations locales. Et ici, dans les Pyrénées ou dans d'autres régions en Provence, par exemple, il porte encore souvent d'autres noms. Donc, j'ai mis quelques exemples. En catalan, on dit haufrani ou ofrani, je ne sais pas trop. En provençal, capounfer, ça veut dire le chapon sauvage. Je vous parlais tout à l'heure de la poule du pharaon ou la poule d'Égypte. Le mot poule revient là à travers le mot chapon. Donc, on retrouve ce mot cet oiseau en fait identifié à une poule. En basque, alors là, c'est assez intéressant. Souvent, on l'appelle le vautour blanc, Saïzouria, ou alors, là, je ne vais pas le prononcer, on dit la dame blanche du chemin des vaches. En gascon, donc dans différentes régions occitanes, j'ai donné quelques exemples ici des vallées des Pyrénées-Atlantiques ou bien des Hautes-Pyrénées. On va trouver régulièrement le terme Marie Blanc, Maria Blanca, voire Porra Blanca, je crois que ça veut dire poule blanche aussi. On retrouve le mot poule. Ou alors en vallée d'Osso, tout particulièrement, on avait ce nom de Bouta ou Auset d'Erabucata qui veut dire oiseau de la lessive. Pourquoi oiseau de la lessive? Parce qu'en fait, cet oiseau qui est migrateur, eh bien, il réapparaissait dans les vallées au mois de février, mars, essentiellement mars, et c'était l'époque où la grande lessive printanière était réalisée par les femmes des vallées. Alors, je l'avais mis dans la diapo précédente. Souvent, dans l'imaginaire et oui, dans l'imaginaire, en fait, le vautour percnoptère, il est associé à la féminité. Parce qu'en fait, il a le pouvoir de transmuer la pourriture terrestre en fertilité dans certaines civilisations, dans certaines mythologies, religions, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et ils évoquent aussi l'amour maternel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a dans les différents noms, dans les différents parlers, oui, dans les différents noms vernaculaires, il y a le genre est souvent féminin. On parle de la Marie Blanc, de la buse de la lessive, etc. Et bon, même si on a aussi le chapon sauvage, mais en basque, on a la dame blanche du chemin des vaches. Donc, on a un genre féminin qui est attribué donc à cette espèce, même jusqu'à nos temps historiques. Voilà un petit point historique qui, j'espère, vous a intéressé. Je voulais maintenant rentrer un peu plus précisément dans la migration, enfin dans le cycle de reproduction de l'espèce, et vous parler un petit peu de l'oiseau tant dans nos régions, les Pyrénées, je vois des dessins apparaître, je ne sais pas qui fait ça, dans les Pyrénées et puis dans le sud-est, mais également donc, dans d'autres pays, en Espagne, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez ces gribouillis qui apparaissent. Oui, on les voit aussi. Ouais. Alors, je ne sais pas, si c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas content, mais il faut me le dire dans ce cas-là. Ou alors quelqu'un qui a voulu
ou un enfant, je ne sais pas. Je continue. Je ne sais pas si c'est gênant. Peut-être avez-vous déjà des questions à poser sur cette première introduction? Non, Non? non, non. Je poursuis. N'hésitez pas à lever la main ou à mettre un petit chat. Voilà. Bon, alors, je continue. Je disais donc que je vais parler maintenant plus de la biologie de l'espèce à travers donc sa présence dans les différents pays où on peut le rencontrer. Donc, les oiseaux européens occidentaux se reproduisant en Espagne, en Portugal et en France migrent dans un couloir orienté sud-ouest lors de la migration post-lucette. C'est-à-dire que dès le mois de septembre, après qu'il se soit reproduit, que les gènes aient été élevés, tous traversent la Méditerranée au détroit de Gibraltar. Alors que donc, ils traversent, on y reviendra plus tard, mais ils hivernent donc au sud du Sahara, en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et au Niger, essentiellement pour nos oiseaux. Et ils reviennent, ils sont de nouveau présents dans les Pyrénées au mois de février et plutôt au mars. La quasi-totalité des adultes sont présents sur les sites de nidification en mars. Les immatures reviennent un petit peu plus tard en général, mais les reproducteurs donc, arrivent chez nous, enfin, dans le massif, sur ce versant, environ plutôt en mars. Alors, dès leur arrivée, le couple, généralement uni à vie, renforce les liens et les oiseaux vont parader. Ils vont adopter très rapidement un comportement territorial et choisir une ancienne aire qu'ils peuvent conforter, c'est-à-dire qu'ils vont apporter de la laine, des matériaux pour consolider une aire ancienne, ou bien ils vont en créer une toute nouvelle qui est en général à proximité des précédentes. Donc, les oiseaux sont sur un seul et même, enfin, en général, utilisent un même site et où il peut y avoir une seule aire, mais ça peut aller, on connaît un site dans les Pyrénées, en Ariège, où sur ce même site, en plusieurs décennies évidemment, il y a jusqu'à une dizaine d'aires connues sur 2 pans de falaise. Alors, une fois revenus, assez rapidement, des accouplements peuvent avoir lieu. Alors, les accouplements peuvent avoir lieu assez rapidement, donc dès l'arrivée des adultes, et ils peuvent déjà se produire avant que la femelle soit réellement fertile, quelquefois 25 jours avant la ponte. On peut avoir des accouplements et ils sont plus intensifs les jours précédents. Donc, on peut avoir jusqu'à une dizaine d'accouplements par jour et peut-être certainement davantage, parce qu'il me semble que j'en ai plus. Parce que je sors ce chiffre d'une communication qui avait été faite en 93. Il peut y avoir les parades, mais les accouplements peuvent se produire dès les premiers jours, donc bien avant que la femelle ne soit fertile. Oui. Et même s'ils sont beaucoup plus intensifs les jours précédents, les 3-4 jours précédents, on a beaucoup plus d'accouplements, ça peut aller jusqu'à dizaines, voire davantage. Alors, dans les Pyrénées septentrionales, les couples nichent préférentiellement dans des aires orientées sud, sud-est et est, à hauteur de 60%. Et l'axe nord-ouest est le moins exploité. Bon, il faut savoir qu'il y a peut-être un biais de calcul dans la mesure où la majorité des couples sont dans les Pyrénées occidentales. Et donc, les vents principaux viennent de l'ouest. Donc, on peut comprendre que les oiseaux vont plutôt nicher, abriter de ces vents dominants. L'altitude moyenne de l'aire de reproduction se situe entre 400 mètres et 1250 mètres. Bon, évidemment, plus sur les côtés les plus occidentaux et plus orientaux, où les altitudes sont plus basses, bon, il peut y avoir des oiseaux un petit peu plus bas en altitude, au Pays Basque tout particulièrement. Et on a eu en Vallée d'Ossau une reproduction qui a échoué d'ailleurs une seule fois à 1700 mètres d'altitude.
Et évidemment, bon, dans d'autres pays, en Inde en particulier, bon, les oiseaux peuvent nicher beaucoup plus haut. Je n'ai pas en tête les chiffres, mais bien au-delà de 1000 mètres et de 3000 mètres, je pense. Le couple niche dans différents types de falaises, c'est-à-dire que ça peut être des grands pans de falaises comme celle qui est un petit peu illustrée, là où il peut y avoir, sur cette falaise, je connais au moins 3 aires différentes, mais il peut nicher quelquefois dans des tout petits gratons où on ne voit même pas qu'il y a de la falaise, c'est-à-dire il y a tellement, c'est une falaise arborée. Et si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas penser que là derrière, il peut y avoir un couple de percnoptères qui niche. Alors, l'aire, elle peut être située dans une cavité, mais aussi sur une vire abritée. Donc, dans la photo illustrée, enfin, dans l'illustration, on voit donc un adulte qui est dans une aire. On voit que c'est dans une cavité, une petite grotte qui peut être quelquefois assez haute et profonde, comme c'est le cas ici, là où il tient bien debout. Mais quelquefois, l'aire, elle est très, très petite, ce qui pose un problème, car quand le jeune commence à devenir un peu fort, qu'il a besoin d'exercer sa musculature pour l'envol futur, eh bien, il n'a pas beaucoup de place, donc il est obligé un petit peu de venir sur le devant de l'air, sur le perron, je dirais, de l'air. Et là, il peut y avoir, si le perron n'est pas très grand, il peut y avoir des chutes. Donc, de la mortalité liée à des aires qui sont un peu petites. Donc là, bon, d'autres illustrations d'aires qui sont dans des cavités assez grandes. Là, c'est en Bulgarie. Donc, j'ai mis ces deux photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour vous indiquer que la femelle va pondre de 1 à 3 œufs. Ici, on voit sur cette photo-là qu'il y a 2 œufs. La plupart du temps, il n'y aura que 2 œufs. Et l'incubation dure 42 jours, donc 5 semaines. Ça ne varie pas beaucoup, hein, c'est 42, enfin c'est 41, 43 ou 44, on dira. Mais globalement, bon, là, très régulièrement, 42 jours pour l'incubation avant que le ou les jeunes naissent. Donc ici, bon, on ne le voit pas trop, mais il y a 2 jeunes qui sont tout petits, donc qui ont quelques jours. Et durant cette période, en fait, bien, les 2 oiseaux couvent. Donc ce n'est pas que la femelle, même si c'est elle qui est, disons, la plus assidue, à hauteur de 60% globalement, enfin statistiquement, de présence sur le nid. Les relèves, alors c'est la période où le suivi est plus difficile parce qu'en fait, les aires sont abritées en général, donc elles sont peu visibles, surtout sur les falaises dont je vous parlais tout à l'heure, où on ne voit pas le nid, on sait que les percnoptères sont là. Donc il y a très très peu de relèves, 3-4 fois par jour, guère plus. Et il faut être l'observateur en fait qui veut savoir s'il y a de la reproduction, il est obligé de rester plusieurs heures avant de voir un mouvement d'oiseau. Sachant que les oiseaux, surtout en période d'incubation comme ça, ils ne vont pas directement à l'air, ils sont très discrets, et enfin la plupart du temps, et ils peuvent facilement échapper à votre regard, surtout si vous avez passé déjà 2 heures sans rien voir. Et, eux, ils vont arriver en 30 secondes, ils vont s'installer, et si vous n'avez pas été attentif au bon moment, eh bien, ils vous auront échappé. Alors, ces images, évidemment, elles ne sont pas prises à distance, hein. Elles sont réalisées avec des pièges photo, des caméras, qui sont installées avant l'arrivée des oiseaux, de façon à avoir des images de la reproduction sans aucun dérangement. Élevage jeune ou des jeunes, parce que je vous ai dit qu'en général, il peut y avoir jusqu'à 3, mais bon, 2 oiseaux sont viables, sera mené par les 2 adultes du couple. Il existe parfois des trios, bon, c'est assez rare, mais il en existe. On en a un en Vallée d'Aspe actuellement. Voilà, bon, il y en a quelques-uns. Et ce nourrissage, il va durer environ 70 à 90 jours jusqu'à l'envol du ou des 2 juvéniles. Alors, comme je l'indiquais, il y a 2 jeunes qui peuvent prendre leur envol, mais la plupart du temps, il n'y a qu'un seul oiseau qui sera viable et qui prendra son envol. Voilà. Alors, contrairement à certaines espèces, où il n'y a pas de caïnisme, c'est-à-dire il n'y a pas un oiseau qui va tuer l'autre. C'est en fait
Il y en a un qui est, c'est le cas ici par exemple sur cette image, on voit un oiseau qui est plus chétif que l'autre, les deux vont être viables dans ce cas-là, mais quelquefois l'autre il sera moins nourri et du coup il ne survivra pas. Alors le régime alimentaire du vautour percnothère est très varié, donc ce n'est pas un nécrophage pur comme peuvent l'être par exemple les vautours fauves, mais ils sont très opportunistes. Donc, ils vont être nécrophages, donc ils vont aller manger effectivement sur les charognes, ils vont ramener toutes sortes de cadavres à l'air pour les jeunes. Donc, ça va être des oiseaux, des reptiles, Pas mis la caméra. ça va être des taupes, par exemple, des musaraignes. Donc, régime très très varié, du hérisson souvent on trouve. Et donc, bon, souvent ce sont des cadavres, mais ils sont également coprophages. Donc, c'est une caractéristique un peu de cette espèce. En ce sens, au début, je vous disais qu'elle était assez originale. C'est qu'ils vont se nourrir aussi donc, de crottes, de brebis, par exemple, de bousses de vache. Donc, pour vous rappeler ce que je disais tout à l'heure, le nom basque du vautour percnoptère est tout à fait adapté au Pays basque, puisqu'on dit la dame blanche du chemin des vaches. C'est parce qu'en fait, les percnoptères, souvent, ils suivent les vaches, et non pas forcément pour manger leurs cadavres, mais aussi pour s'alimenter dans les bouses. On peut les voir aussi assez fréquemment sur les tas de fumier. Et voilà. Après, il n'est pas totalement nécrophage, il peut aussi manger des organismes vivants. Donc, sur le sol, il va se nourrir d'insectes en général, de bousiers, de carabes, enfin de petits insectes qui vont agrémenter en fait son régime. Alors, l'espèce en fait est beaucoup plus petite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle a également un bec qui n'est pas très fort, c'est-à-dire il n'est pas en capacité, contrairement au vautour fauve, de déchirer, enfin de découper déjà le cuir ou de déchirer les chairs. Enfin, donc il va se contenter en fait avec ce petit bec de picorer essentiellement, enfin c'est le terme que j'utilise, et pour récupérer les différents restes laissés par les autres nécrophages. Donc, dans la mêlée d'une curée de vautours fauves, il va attendre que ça se passe, et lui, il va manger tout ce que les vautours fauves auront rejeté autour en se bagarrant, par exemple. Donc, il y a des petits bouts divers et variés. Donc là, ils vont apprécier. Donc là, vous avez bien compris que le petit bec ne permet pas donc d'attaquer le cuir des oiseaux, le cuir des mammifères, des vaches, des brebis. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la répartition de l'espèce en France et sa tendance évolutive au cours des 20 dernières années. Donc déjà, au début du XXe siècle, sur la carto qui est représentée ici, l'espèce était présente sur toute la bande en fait vert pâle. Donc sur l'ensemble des Pyrénées, mais on trouvait sur tous les massifs. Donc il y avait un continuum en fait entre les Pyrénées et les Alpes de présence de l'espèce sur l'ensemble de la zone. On trouvait même le percnoptère aux abords du lac Léman. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde la répartition en vert foncé, eh bien l'aire de répartition s'est nettement rétrécie. Bon, l'oiseau est toujours présent sur les Pyrénées, de façon plus ou moins importante, on le verra tout à l'heure, et on le trouve un petit peu dans le sud-est, mais avec une population d'une vingtaine de couples qui est très fractionnée. Puisqu'en fait, on a quasiment 1 ou 2 couples par département, voire 3, comme en Ardèche par exemple. Donc très très peu d'oiseaux sur chacun des sites, des petits massifs montagneux ici ou là. Et souvent, pas partout, mais le percnoptère avait complètement disparu, mais dans certains secteurs où on a
réintroduit des vautours fauves, comme dans les Grands Causses, le Verdon, les Baronnies, eh bien, sans aucune intervention humaine, il y a quelques couples qui sont venus, qui ont suivi en fait les vautours et qui se sont installés sur ces massifs-là. Donc, comme on a 90 couples présents en France, ce qui représente en fait peanuts, puisqu'en fait ça ne fait que 2 à 3% de la population européenne. 90 couples sur entre 3002 et 5000, selon les estimations. Donc l'espèce, elle a été suivie, disons, de façon régulière depuis le début des années 60. Donc avant moi, il y avait un autre coordinateur qui suivait en fait l'espèce, mais plutôt dans les Pyrénées occidentales et les Pyrénées centrales. A priori, dans les années 60-70, l'espèce n'était pas présente dans la partie la plus orientale du massif des Pyrénées. Elle était très relictuelle dans certaines zones du sud-est. On peut dire que maintenant, certaines zones ont été repeuplées, bon, avec des effectifs encore faibles sur la partie orientale, mais nous verrons cela plus loin. La tendance donc de ces dernières années, c'est depuis que j'assure la coordination, depuis les années, le début des années 2000, on voit que les Pyrénées, c'est la petite courbe en bleu clair, et le sud-est, donc c'est le complément qui constitue l'ensemble de la population française. Donc on peut noter que globalement, on a eu une augmentation de la population dans la dernière décennie, dans la première décennie pardon, des années 2000. Et désormais, on a une population plutôt stable, autour de 90 couples. Dans les Pyrénées, ben, on a exactement le même process, avoir une augmentation de la population, ici, si vous suivez mon curseur, jusqu'en 2013. Ensuite, on a une légère baisse et une stabilisation ces 3 dernières années autour de 69-70 couples. Dans les Pyrénées, l'année dernière, on avait 68 couples, dont la grande majorité, la moitié, dans les Pyrénées-Atlantiques, un peu plus en Béarn qu'en Pays Basque. Donc, ici, je vous ai mis une courbe qui, j'ai essayé de regarder de plus près si cette constance de population, elle était, disons, il y avait des différences selon les départements. Et on voit que globalement, la population la plus dense, c'est-à-dire la population des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, eh bien, elle a augmenté jusqu'en 2013, mais depuis lors, elle a eu tendance à diminuer, puisqu'en fait, on a eu on avait 43 couples. Alors, c'est essentiellement dans le département des Pyrénées-Atlantiques. On avait 57 couples dans les 2 départements, on avait 43 couples en 2013 dans les Pyrénées-Atlantiques. On en a perdu 8, puisqu'on n'en a plus que 35 actuellement. Donc, on a une baisse des effectifs dans les Pyrénées-Atlantiques qui a été compensée par une augmentation du nombre de couples dans la partie la plus centrale et orientale du massif, puisqu'en fait, on est parti de très bas, on avait très peu de couples en Ariège, dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales au début des années 2000, et maintenant, on a une vingtaine de couples sur ces 3 départements. Donc globalement, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la population dans les Pyrénées, elle est stable, qu'elle avait bien augmenté au début de la première décennie, même s'il y a un effet, peut-être il y a un biais, c'est-à-dire qu'au début de la coordination, il y avait une pression d'observation qui était peut-être un peu plus faible, qui fait que des couples ont pu nous échapper. Mais bon, on peut dire actuellement qu'on a un suivi quasi exhaustif avec une population qui est globalement stable, avec quand même une petite baisse dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, là c'est par département. Donc ce qui est intéressant ici, c'est sur les couples territoriaux. On peut remarquer que tous ne sont pas reproducteurs, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de couples qui ne se sont pas reproduits, c'est-à-dire qui n'ont pas déposé de ponte. Et parmi ces 58 couples reproducteurs, il y en a eu 47 qui ont été seulement producteurs, c'est-à-dire qu'il y a eu 11 échecs. Alors, il est toujours très, très difficile de pointer la cause des échecs du fait de la discrétion des oiseaux dans les massifs.
Et bon, il y a tout un travail à mener pour essayer de mieux comprendre ces causes d'échec qui sont souvent liées à des sites, au même site. Donc, on peut penser que c'est lié à des perturbations ou à des problèmes trophiques, des ressources trophiques. Donc, voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail. Si vous avez des questions, vous me les poserez le moment voulu. Donc, l'an passé, on a eu 52 jeunes en vol, ce qui nous permet donc chaque année d'avoir des paramètres de reproduction et qu'on évalue et qui chaque année sont comparés afin de mesurer les tendances évolutives. Alors, ce que j'indique ici, c'est qu'on a une disparité importante dans les paramètres de reproduction qui sont meilleurs à l'est du massif qu'à l'ouest. Si on pourra en discuter. Bon, je vais passer un peu plus vite quand même parce que je ne veux pas vous ennuyer trop avec des tableaux. Donc, auparavant, je vous ai parlé donc, des tendances dans les Pyrénées. Là, c'est la population française, parce que j'ai la mission en fait d'assurer un peu les rendus au niveau national. Donc, je le fais chaque année dans le compte du PNA dans ma mission du ministère là, de l'Adréal. Donc, je produis ce genre de tableau où on voit donc à la fois ici, eh bien, au niveau national, la courbe en bleu du nombre de couples territoriaux, donc, qui tourne, comme je vous l'ai dit, autour de 90 et qui est plutôt stable actuellement. On a une stabilité aussi globalement du nombre de reproducteurs avec une petite variation annuelle. Vous voyez ici une sorte de sinusoïde là, avec mon curseur. Il y a des années bonnes et des années moins bonnes, ce qui fait que globalement, on est un peu dans la stabilité. Et de la même manière, pour les jeunes à l'envol, on a des années avec très peu d'envol. On a des années avec moins de 50 jeunes à l'envol sur une population de 90. Et d'autres années, comme l'an passé, qui a été une bonne année, puisqu'on a eu 72 jeunes à l'envol sur le territoire national. Bon, là, je m'étais dit, ce qui serait bien, c'est de faire une petite pause. Donc, pour répondre à certaines questions éventuellement, et puis aussi pour mettre un ou deux films, si vous voulez. Eric, je profite d'une petite pause parce qu'il y a deux questions qui se sont ajoutées. Donc, il y a une question, y a-t-il une raison de la présence plus importante dans le Béarn? Alors, est-ce qu'il y a une raison pour la... Alors, historiquement, on sait que la densité est plus forte sur la partie occidentale du massif. Alors, on peut émettre l'hypothèse qu'on a un pastoralisme qui est encore très très fort avec un nombre de milieux ouverts qui sont assez importants, donc des estives et un piémont avec une forte densité de prairies encore et qui sont favorables à l'espèce. L'espèce, en fait, c'est une espèce qui appréciera plutôt les milieux ouverts et donc qui a besoin, pour se nourrir, de trouver ce type d'habitat. Parallèlement, elle va être peut-être favorisée, alors j'utilise le mot peut-être, par la présence d'autres groupes de vautours, et en particulier du vautour fauve. On a exactement la même distribution de population entre l'ouest de la chaîne et l'est de la chaîne. Il y a très très peu de vautours à l'est de la chaîne, il n'y en a pas en Ariège par exemple, qui sont reproducteurs. Et la majorité de la population de vautours fauves est également dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, je pense que le fait de cette présence, il y a aussi un critère important, c'est qu'il faut qu'il y ait des milieux rupestres favorables avec une quiétude suffisante pour que les oiseaux puissent nicher. Alors, ça ne veut pas dire que dans d'autres secteurs, on n'a pas de falaises. Par exemple, en Ariège, il y a énormément de falaises, mais il n'y a pas forcément la quiétude nécessaire. Il y a beaucoup de grimpes, par exemple, là-bas. Il n'y a pas forcément la quiétude nécessaire ou alors les espaces ouverts nécessaires. Il y a un pastoralisme qui est beaucoup moins important en Ariège, par exemple, que dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, historiquement, les oiseaux ont toujours été présents ici, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans la partie orientale de la chaîne. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas de couple repéré dans les années 70-80. C'est seulement plus tard
des oiseaux au désert ont été trouvés. Alors, on pourrait dire que c'est lié au fait qu'il y a une pression d'observation qui a été plus grande, comme je l'indiquais, du fait de la mise en place d'un réseau de suivi important. Mais ce n'est pas suffisant puisqu'en fait, on sait que dans la partie orientale de la chaîne, par exemple dans l'eau du massif ou les Pyrénées-Orientales, il y avait quand même un suivi très important de l'aigle royal. Donc toutes les falaises, tous les milieux rupestres étaient prospectés. Autant on trouvait des aigles, mais on ne voyait pas de percnoptères à l'époque. Donc il y a bien eu deux nouveaux couples qui sont là-bas, mais en effectif bien moindre quand même que dans les Pyrénées-Atlantiques et en Béarn. Entre le Béarn et le Pays Basque, bon, les chiffres, il y a un petit peu plus d'oiseaux en Béarn qu'en Pays Basque, alors que le pastoralisme est plus fort enfin bon, c'est relatif, hein, il y a plus de brebis en Pays Basque qu'en Béarn, mais bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a plus à cause de ça? Je ne pense pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que les montagnes du Pays Basque sont plus accessibles que celles du Béarn, même si l'oiseau niche plutôt en bas de vallée et non pas en haute altitude. J'espère que je réponds à la question. Une autre question? Ouais, donc il y a deux autres questions. Oui. À partir de quel âge peut-il se reproduire? Oui, très bonne question. Ça, je ne l'ai pas abordé, effectivement. Donc, le vautour percnoptère, en fait, est, comme la totalité des vautours, est une espèce longévive, c'est-à-dire qu'elle va vivre assez longtemps, un peu comme nous, mais elle va se reproduire tardivement, et comme nous également. Donc, pour répondre précisément à la question, l'espèce, enfin, le percnoptère est adulte à l'âge de 5-6 ans, et les premières reproductions, enfin, disons, ça va entre 5 et 7 ans. Donc, pendant la période où il ne va pas se reproduire, que fait-il, l'animal? Eh bien, les premières années, la plupart du temps, eh bien, la plupart des oiseaux vont rester en Afrique. La première année, voire la deuxième année, ils vont rester en Afrique et ne rejoindront en fait l'Europe qu'à partir de la troisième année, ou la deuxième pour les plus. Voilà. Et ça ne veut pas dire que donc il va y avoir un erratisme important les premières années, donc, et pas forcément d'ailleurs en France, c'est-à-dire que les oiseaux ils vont rester en Espagne pour beaucoup. Donc des oiseaux qu'on aura bagués dans les Pyrénées, ben, souvent on ne les verra pas immatures en France. Enfin, on a peu d'adultes immatures observés dans les Pyrénées, par exemple. Alors, parce que peut-être que les observateurs s'y intéressent moins, mais certainement aussi parce qu'une grande partie des oiseaux immatures se regroupent dans des dortoirs déjà, souvent parce qu'ils sont grégaires. Les non-reproducteurs sont grégaires, et donc ils vont se rassembler dans des dortoirs. Et il y a beaucoup plus de dortoirs côté espagnol que côté français. On connaît un seul dortoir côté Pays Basque. Donc voilà un peu pour répondre à la question. Donc, adultes vers 5-7 ans, les premiers reproducteurs vers 5-7 ans également. Après un erratisme, soit en Afrique les premières années, et puis en Espagne essentiellement. Oui. Ok, merci. Et donc une dernière question. Si le nombre de couples est stable, pourquoi la population n'évolue-t-elle pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de mortalité? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, puisqu'en fait, en France, on a relativement peu d'éléments sur la dynamique de population. C'est-à-dire que pour connaître l'état d'une population, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs, à savoir donc connaître les taux de survie, à la fois des immatures, mais également des adultes, enfin des différentes classes d'âge, mais aussi mieux percevoir à la fois l'émigration, c'est-à-dire l'arrivée d'oiseaux d'autres populations, d'Espagne par exemple, et donc l'immigration chez nous. Alors, la population en France, elle est plutôt stable. C'est inquiétant parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup de zones qui demeurent favorables.
et qui font qu'on a du mal à booster la population malgré ces plans nationaux d'action où il y a pas mal d'actions de conservation qui sont menées pour qu'il y ait le plus de quiétude possible et enfin, le moins de dérangements sur les zones de reproduction. Mais bon, ça ne suffit pas. On sait qu'il y a des risques bon, à la fois sur notre territoire, qui sont multiples et variés. Hein. On connaît par exemple les problématiques de dérangement liées aux hélicos, aux avions de tourisme, aux parapentes, aux grimpeurs, aux photographes, aux ornithologues quelquefois qui ne sont pas prudents. Donc les causes de dérangement sont multiples. Donc ce qui fait qu'on a peut-être une productivité qui est pas très bonne. Et après, il y a une mortalité qu'on a du mal à mesurer. Il y a de l'électrocution et il y a aussi bon, une cause majeure enfin, sur toute l'Europe qui est l'empoisonnement. Il y a des problématiques toxicologiques certaines, hein, puisqu'en fait, on récupère des oiseaux intoxiqués. Directement, enfin, indirectement, en général, on ne cherche pas à tuer le vautour percnoptère, mais souvent, ce sont des appâts qui sont mis dans le milieu pour intoxiquer des prédateurs, des déprédateurs, et qui crèvent, mais le percnoptère et les vautours, en fait, mangeant donc cette chair intoxiquée, ben, s'intoxiquent eux-mêmes et finissent par mourir. Voilà, je ne sais pas si bon, la réponse elle pourrait être beaucoup plus large, mais ça nous mènerait peut-être un peu loin. Voilà, donc tous les axes de conservation cherchent à limiter un peu tous ces risques. Après, il y a des risques qui sont très très difficiles à percevoir parce qu'on a très peu d'informations, c'est sur les zones d'hivernage. Parce que les oiseaux hivernent dans des pays où il est très difficile d'accéder, hein, la Mauritanie, le Mali, le Niger, il n'y a pas beaucoup de touristes, il n'y a pas beaucoup d'ornithologues qui sont sur le terrain actuellement là-bas. Et on sait malheureusement que les rapaces, globalement, souffrent de très très nombreux problèmes. Il y a des effectifs, enfin, les effectifs chutent, quelles que soient les espèces, et les vautours également. Bon, en plus, il y a des spécificités liées à l'Afrique. Hein. Par exemple, les vautours sont utilisés dans la pharmacopée, donc il peut y avoir aussi des destructions pour vendre ces vautours sur les marchés, etc. Donc, il y a tout, je vais en parler un petit peu après, mais le programme de bagage sert également à mieux comprendre la dynamique de population et pour pouvoir répondre à ces questions concernant la viabilité de la population à terme dans notre pays et en Europe. Je vous mets une image sympa? Alors. Il y a une autre petite question. A-t-il un ou des prédateurs? Alors, est-ce qu'il a des prédateurs? Alors, bon, alors, ça dépend de la classe d'âge. Je dirais que les poussins à l'air peuvent être prédatés. On sait, par exemple, on a un nid en vallée de Luce où l'aigle royal prédate le jeune. Donc il est prédaté avant l'envol. On sait aussi que le grand-duc peut prédater les jeunes. Après, il peut y avoir des aires qui sont accessibles par des mustélidés ou comme la martre ou la genette. Donc les jeunes peuvent être prédatés. Après, les adultes, c'est quand même, on n'a pas beaucoup d'informations sur. C'est quand même un oiseau qui n'est pas tout petit. Et on n'a pas de données. On n'a jamais vu un aigle qui attaquait, par exemple, un percnoptère. Enfin, alors peut-être un immature, un juvénile en vol, mais je n'ai pas de données de ce type. Donc, voilà ce que je peux dire. Ça ne me vient pas à l'esprit, là, pour l'instant. Oui, concernant les adultes, les risques ne sont pas tellement à la prédation, mais plus. Enfin, le seul prédateur, c'est l'homme, comme souvent pour beaucoup d'espèces. Donc, je vous indiquais tout à l'heure la distribution de l'espèce en France avec ses 90 malheureux couples. Heureusement, en Espagne, mais je vous l'avais indiqué aussi au début, l'espèce est beaucoup plus présente. En 2018, il y a eu un recensement, ils en font un tous les 10 ans environ, et on voit qu'il y a entre 1506 et 1558 couples qui ont été dénombrés,
soit entre 32 et 47% de la population européenne. Donc la population espagnole, elle est donc bien présente sur tout le massif pyrénéo-cantabrique, également en Aragon et en Catalogne, enfin en Aragon et en Navarre, pardon, et on la trouve en Extrémadure et assez peu dans d'autres régions. Donc on a une sous-population là dans le sud, dans la Damsie, où les effectifs ont fortement chuté également. Donc là, il y a aussi en Espagne une variabilité des tendances évolutives des effectifs. Donc si on regarde ici la carte espagnole, en rouge sont les régions où le nombre de couples a décliné fortement, de 6 à 10 couples, et en vert, celles où les effectifs sont en augmentation de 6 à 10 couples, voire de 6 à 10 couples. Donc, j'ai fait un petit focus sur la partie pyrénéenne. Donc, on voit qu'au Pays Basque espagnol, la population elle est quasiment constante. En Navarre, elle est également plus ou moins constante, mais elle a diminué légèrement. En Aragon, elle a un peu plus diminué. Et en Catalogne, elle est en forte augmentation. Donc, on retrouve ici, j'ai reporté sur une carte les effectifs sur les deux versants du massif. On voit comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à l'ouest des Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques, eh bien, les effectifs sont en chute, puisqu'on avait 43 couples à une époque, on en a 35 maintenant, 7 ou 8 ans plus tard. Et on voit qu'en Navarre dans la province de Navarre et à la province de Saragosse, dans la Counité de Navarre et dans la province de Saragosse, on a une légère baisse des effectifs également, donc qui sont quand même beaucoup plus importants que dans les Pyrénées-Atlantiques, puisqu'on a 107 couples dans les Pyrénées Sud et 35 dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont des estimations, parce qu'en fait, les Espagnols, ils ont rendu des chiffres, mais sur l'ensemble des communautés, c'est-à-dire sur l'ensemble des provinces, mais pas spécifiquement sur les Pyrénées. Alors que vous voyez bien qu'ici, dans le sud de la Navarre, on n'est pas dans les Pyrénées, donc j'ai exclu ces couples-là. Donc, baisse des deux versants, sur les deux versants dans la partie occidentale, une stabilité dans la partie la plus centrale et une augmentation dans la partie la plus orientale, à la fois sur le versant sud, dans les provinces de Lérida, Barcelone et Gérone, et dans l'Aude et les Pyrénées orientales, mais sur des effectifs également beaucoup moindres. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a 320 couples qui nichent sur le versant sud pour les 68 couples qui nichent sur le versant nord. Donc, on a une population au total de, si je ne me trompe pas, de 388 couples. Voilà. Alors, comme je l'indiquais à un moment également, dans le cadre du plan national d'action, au-delà de la conservation, pour conserver, il faut mieux connaître. Donc, on a initié en plus du suivi de la reproduction, c'est-à-dire tout le suivi mené par un réseau d'observateurs de multiples structures, à la fois associatives, mais aussi institutionnelles, comme les parcs nationaux, les parcs régionaux, les réserves naturelles, l'Office français de la biodiversité, etc. Donc, il y a un ensemble d'acteurs professionnels et d'associations qui assurent ce suivi. Mais au-delà de ce travail de suivi qui mobilise à peu près 150 personnes sur le massif des Pyrénées, bon, chacun intervenant plus ou moins, il y a des gens qui vont filer 2 données à l'année et puis d'autres qui vont faire un suivi intensif et qui vont donner 50 ou 100 données à l'année. Donc, il est très varié, évidemment, mais on a grosso modo quand même un réseau de suivi qui est assez important, qui nous permet de dire qu'on n'est certainement pas très loin de l'exhaustivité dans le suivi de cette population. Bon, au-delà du monitoring, donc, je disais que ce qui est prévu dans le plan national d'action, ce sont des actions afin de mieux connaître la dynamique de population à travers un programme classique de bagages, donc, que j'ai déposé il y a maintenant en 2006, donc ça commence à faire une quinzaine d'années. Et on bague des oiseaux donc, sur le massif, mais également ce programme personnel, là, il est également sur la partie sud-est. Donc, dans ce réseau de bagueurs, il y a une quinzaine de personnes qui baguent des oiseaux sur l'ensemble des massifs. Donc,
Et il y a un programme de suivi télémétrique, mais j'en parlerai plus tard. Donc globalement, ici, ce réseau de bagueurs, eh bien, il participe, il est fort dans le sud-est, où la quasi-totalité des jeunes sont bagués. En 2008, en 2020, pardon, il y a eu 20 jeunes qui sont nés et 20 jeunes qui ont été bagués. Donc vous voyez les sites où les oiseaux sont bagués. Donc évidemment, c'est et donc où les oiseaux sont nés. Et vous constatez ici sur ces cartes également cette population, cette sous-population qui est très fractionnée, puisqu'en fait, on a un ou deux couples ici, 5 ici, un là. Enfin bon, voilà, il y en a un dans le Verdon, deux maintenant. Donc, peu d'échanges entre ces oiseaux. Et on a une population pyrénéenne ici, donc, qui est sur l'ensemble du massif, mais avec des bagueurs qui baguent essentiellement en vallée d'Ossau et d'Aspe, mais également sur les zones du Pibest, dans le secteur des Hautes-Pyrénées. Et une autre équipe de bagueurs qui bague plutôt dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc, sur ce programme, depuis 2006, on a bagué 190 oiseaux dans les Pyrénées et 124 dans le sud-est. Alors, le bagage se fait, bon, c'est un bagage classique. Alors, bon, certains ne vont pas découvrir, mais bon, pour les personnes qui ne sauraient pas comment on bague les oiseaux, bon, ce sont des oiseaux qui sont bagués au nid, donc il faut monter à l'air. On bague les oiseaux qui sont âgés entre 40 et 60 jours, plutôt à 50 jours, de manière à ce que l'oiseau il ait un développement suffisant. Donc ici, vous voyez qu'il a quasiment la taille de l'adulte, il fait 2 kg, tout comme l'adulte, grosso modo. Et donc, on va lui mettre une bague blanche avec des caractères codés, des lettres, des chiffres noirs. Donc, cette bague va servir en fait à identifier l'oiseau. Et on pourra, avec beaucoup de chance, beaucoup de persévérance surtout, essayer de relire la bague. J'en parlerai après. Et ce qui n'est pas une mince affaire. Avec la bague type on dit Darvik, mais en fait ce sont des bagues en PVC. On ajoute une bague sur l'autre tarse, une bague métallique, une bague du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, qui en fait transmet toutes les bagues aux bagueurs qui sont autorisés. Donc moi je reçois toutes les bagues du programme de bagage Percnopter et je les transfère aux 15 bagueurs qui ont l'autorisation de capture avec moi. Donc du coup, on a identifié 200 plus 124, je n'ai pas fait le cumul, ça fait 314 oiseaux, ont été bagués depuis une quinzaine d'années. Et voilà, donc l'objectif, ce n'est pas tellement de baguer, mais c'est de contrôler les oiseaux de manière à essayer de savoir s'ils survivent, jusqu'à quel âge, etc. etc. C'est un petit peu l'objectif, c'est comme tous les programmes de bagage ou presque, c'est d'avoir des informations sur la dynamique de population, les taux de survie, etc. Donc, les oiseaux, bien, ils sont contrôlés essentiellement dans les zones où ils se reproduisent, où ils sont présents. Donc ici, dans le sud-est, on a pas mal de contrôle d'oiseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les oiseaux afin de les aider, entre guillemets, il y a un soutien trophique qui leur est apporté. Donc, il y a des placettes qui sont mises en place où il y a des apports de nourriture. Donc, la plupart du temps, ce sont des placettes qui sont créées à proximité des zones de reproduction, pas trop près quand même, et qui sont utilisées par les oiseaux pour se nourrir. Donc, ces placettes, eh bien, ce sont les bergers eux-mêmes qui viennent les déposer, en fait, les cadavres de brebis en général. Et les vautours, en fait, jouent leur rôle d'écarisseur naturel sur ces placettes-là. Et pourquoi on a des contrôles sur ces placettes? Tout simplement parce que sur chacune des placettes, on a un piège photo qui, grâce à cela, nous permet d'identifier, de lire la bague de l'oiseau qui vient se poser. Dans les Pyrénées, on a très peu de placettes, sauf dans l'Aude, où on avait mis en place des placettes au début du programme pour aider justement les quelques couples de l'Aude et les Pyrénées-Orientales via un soutien trophique à se fixer dans le secteur. Et on a maintenant un peu dans les
pour donner aux vautours, pas spécifiquement aux vautours percnoctaires, mais pour déposer les cadavres de brebis ou d'animaux plus grands, les chevaux, les vaches, sur ces placets. Donc là aussi, bon, là on a beaucoup moins de pièges photos dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ici, donc l'objectif c'est de poser plus de pièges photos de manière à contrôler davantage les oiseaux à terme. Vous voyez sur cette carte qu'on a des contrôles aussi en Espagne, sur des dépôts. Alors en Espagne, bon, il y a des placettes, mais il y a aussi des gros dépôts où viennent les éleveurs, mais également certains producteurs de porc, déposer les cadavres. Donc il y a ces moulins d'Arès où les vautours percnoctaires, enfin tous les vautours viennent se nourrir. Et quelquefois, bien, il y a des observateurs, il n'y a pas forcément des pièges photos, mais ce sont des observateurs qui me transmettent, espagnols, qui me transmettent donc des contrôles de bagues, c'est-à-dire des relectures de bagues. J'utilisais le terme contrôle, mais c'est vrai que pour les non-initiés, ce sont des relectures de bagues. Après, on a eu quelques relectures de bagues bien en Italie. C'est intéressant parce que ça permet de savoir qu'un oiseau qui est né ici dans le Verdon, eh bien, quelques années après, eh bien, il était en Italie. Je vous ai parlé de la phase d'ératisme des immatures. Eh bien, là, on voit qu'il y a un oiseau qui a été ici retrouvé alors qu'on n'a pas de reproducteur en Italie à ce niveau-là. On a par contre également eu un oiseau français trouvé en Sicile, ce qui est très rare. Intéressant. Ah bon? Ce qui est très rare. Donc, cette donnée-là, bon, malheureusement, elle est unique pour l'instant. Mais bon, sachant que la population d'oiseaux en Sicile est assez faible. On a des oiseaux aussi contrôlés lors de la migration à Gibraltar ou bien même au Portugal. Des oiseaux qui sont passés par la pointe du Portugal avant de transiter vers l'Afrique. Alors, l'intérêt du programme de bagage, c'est donc de mieux connaître la dynamique de population, mais c'est aussi de connaître les mouvements des oiseaux bagués, c'est-à-dire de savoir où un oiseau qui est né à un point A, où est-ce qu'on va le contrôler, reproducteur, dans un point B. Donc, on sait que l'espèce est très philopatrique, alors c'est un terme un peu technique, ça veut dire par là que en fait, l'espèce elle est très attachée au site. Les oiseaux en fait vont se reproduire plutôt dans le secteur où ils sont nés. Donc, ils sont très attachés au site de reproduction. Alors les adultes très fortement, parce qu'une fois qu'ils ont niché à un endroit, ils vont en général nicher toujours dans le même site, peut-être pas dans la même aire, je l'avais indiqué au début, puisqu'ils ont plusieurs aires, mais ils vont en général être sur le même système de falaise. Au plus loin, ça va être une dizaine de kilomètres, 7 kilomètres, là j'ai mis dans le document. Donc en général, ils sont très très attachés au territoire de leur première reproduction. Alors, si je reviens à la dispersion natale, c'est-à-dire la distance entre le site de naissance et le lieu de la première reproduction, il est un peu plus grand. Ça veut dire que les jeunes, quand même, reviennent à proximité de leur aire de naissance, mais pas toujours et pas forcément. En moyenne, donc la médiane a été calculée en 2 études. Bon, une première étude sur 26 individus avait noté 20 km en 1974 pour être juste, pour être précis, pardon, avec une portée de 0 à 150 km. Et une étude tout à fait récente donc, qui met à jour les données précédentes sur un effectif plus important et sur l'ensemble, sur plusieurs pays, en Espagne, en France et au Portugal. En Espagne et en France, pardon, pas au Portugal, il n'y a pas de données espagnoles dans cette étude. Nous indique en fait que la médiane et la dispersion natale est un petit peu plus forte, puisqu'en fait, on arrive à une médiane de 48 km. Donc, globalement, les oiseaux vont se reproduire la première fois, pas très très loin du secteur où ils sont nés. Après, évidemment, il y a des exceptions, puisqu'en fait, on a un oiseau qui a niché à 658 km de l'aire, la première fois de l'aire où il est né. Et on a aussi des cas où les oiseaux nichent dans l'aire exacte où ils sont nés, c'est-à-dire que ça fait 0 km. Donc là, vous avez une carte avec la dispersion, c'est-à-dire vous voyez par exemple qu'un oiseau des Cantabriques, là ici, je crois que c'est celui-ci qui a fait le plus de distance, ici 158 km, il est né en Cantabrique.
et il a niché dans les Grands Causses. Mais on a des oiseaux qui, par exemple, sont nés dans les Grands Causses et qui nichent dans les Pyrénées. On a quelques oiseaux catalans qui ont niché ici dans le Gard, etc. Vous voyez, donc, il y a une dispersion, disons, exceptionnelle qui peut couvrir des distances importantes, même si la plupart du temps, la dispersion, elle est autour du site de naissance. Le bagage nous permet aussi d'indiquer, puisqu'en fait, on a des systèmes de bagages qui sont différents en Espagne d'en France. Quand j'ai déposé mon programme au Muséum d'histoire naturelle à Paris, là, j'avais dans l'idée qu'on aurait peut-être des difficultés à lire les bagues, parce que les petits caractères sur les bagues, pour les lire, il ne faut pas être trop loin. Donc j'ai opté pour une coloration différente des Espagnols. Les Espagnols baguent essentiellement en jaune et ne baguent pas en blanc. Donc ça veut dire que si par exemple on voyait un oiseau bagué jaune en France, eh bien on est quasiment sûr, que c'est un oiseau espagnol. Depuis le temps qu'on suit, qu'il y a ce monitoring assez fin quand même sur le versant nord du massif, on a très peu de contrôle de bagues jaunes, même si on n'arrive pas à les lire, il y a très peu de contrôle de bagues jaunes, ce qui veut dire que globalement, il y a relativement peu d'échanges entre les oiseaux, entre l'Espagne et la France concernant donc la reproduction. Donc l'émigration vers des sous-populations distance reste assez faible, même s'il existe malgré tout, je vous l'ai dit dans les exemples précédents. Au-delà du programme de bagages, depuis 2016 ou 2017, 2016 c'est écrit, on a équipé 9 oiseaux en France d'une balise avec plusieurs objectifs. C'est à la fois connaître les domaines vitaux, à savoir donc l'espace dans lequel l'espace qu'occupe l'oiseau pour aller non seulement se reproduire, mais également se nourrir, l'espace qu'il va occuper tout au long de la saison de reproduction, voire de l'hivernage. Un des objectifs également, c'était sur le dortoir, il y a 2 dortoirs de proximité au Pays Basque, mais en fait, il n'y en a plus qu'un seul qui est utilisé maintenant. C'était de voir un petit peu les oiseaux qui utilisent le dortoir. Donc, l'idée, c'est de capturer des oiseaux qui utilisent ce dortoir, de voir un peu où ils vont récupérer les ressources alimentaires. Est-ce que c'est à proximité immédiate du dortoir, où ils vont plus loin? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont sur ce dortoir-là et qui viennent le soir, par exemple, alors qu'ils sont en train d'incuber la journée? Est-ce qu'il y a des échanges entre dortoirs, entre les dortoirs espagnols et français, la dispersion? Un des points importants, c'est mieux on connaît le domaine vital, c'est-à-dire l'espace qu'utilise l'oiseau, mieux on est à même d'avoir une gestion conservatoire, c'est-à-dire sur l'ensemble, si par exemple l'oiseau utilise un secteur privilégié pour se nourrir, eh bien, on a plutôt intérêt à neutraliser les lignes électriques ou éviter la construction d'éoliennes dans ce secteur-là pour éviter donc la mortalité. Gestion aussi de placettes. On va mettre plutôt les placettes, on va essayer de voir si les placettes, elles sont utilisées par des oiseaux qui auraient été balisés. Et puis évidemment, mieux connaître les voies migratoires et les zones d'hivernage des oiseaux balisés en France. Bon, tout ceci a un intérêt si c'est partagé avec la communauté scientifique internationale, puisqu'en fait, en France, pour l'instant, vous voyez, on a bagué très peu d'oiseaux, moins d'une dizaine, et ce n'est pas avec 10 oiseaux qu'on peut avoir une idée précise d'un certain nombre de données qui nous permettent d'avancer sur la connaissance. Ça y contribue, mais ça ne fait qu'y contribuer. Donc, nous avons l'objectif de poursuivre ce travail en équipant essentiellement des adultes ou des immatures. Donc, pour cela, il faut les capturer. On n'équipera plus on l'a fait, mais on n'équipera plus de jeunes à l'air. Alors, on a les perspectives de cette année, c'est d'équiper des oiseaux en Pays Basque, en Vallée d'Ossau, dans l'Aude et en Ardèche. Ce que je dois vous dire, c'est que c'est très difficile de capturer un oiseau. Ce sont des oiseaux qui sont très méfiants et qu'il est très difficile de capturer avec différents types de pièges ou d'appâts qu'on a pu essayer toutes ces dernières années. Mais
on est pugnace et on continue. Donc les premiers résultats sont quand même assez intéressants. Dans la diapositive suivante, je vous ai mis les déplacements d'un oiseau qu'on a nommé Humboldt, qui a été capturé et balisé donc avec une balise GPS en vallée d'Ossau. Donc au bout d'une année de présence durant la période de reproduction, on voit qu'on a pu tracer en fait à travers 400 localisations rapportées par la balise, on a pu tracer en fait à la fois donc, tous les mouvements de l'oiseau, mais, et c'est surtout ça qui nous intéresse également, les zones prioritaires où l'oiseau se déplace, enfin, stagne, enfin, c'est pas stagne, je veux dire, où l'oiseau se nourrit en particulier, et, comme je le disais auparavant, où des mesures de protection peuvent être peut-être priorisées sur ces secteurs. Donc, en violet, en mauve, ou ce que vous voulez, vous avez en fait tous les déplacements. Vous voyez que vous avez l'échelle de 10 km, donc un oiseau qui niche ici, eh bien, il balade pas mal quand même en l'espace de, ici on est du 12 mars 2019 jusqu'au 31 août 2019. Donc vous voyez tous ces mouvements. Et on voit ce qui nous a intéressé chez cet oiseau, c'est que non seulement deux choses, c'est que l'air étant par ici, on voit qu'il n'a quasiment pas utilisé l'amont. Pour ceux qui la connaissent, la vallée d'Ossau, ici, on a Astebéon, la réserve naturelle d'Ossau, et un petit peu au nord, ici, on a Larens et la vallée d'Ossau. Donc, pas d'utilisation de la vallée et des estives d'altitude pour aller rechercher la nourriture. L'oiseau, en fait, s'est déplacé essentiellement dans sa zone de reproduction, donc sur le plateau du Lénou, le plateau de Casse-Tête. En fait, ce sont des petits plateaux qui sont limitrophes donc à la vallée, perchés, et des zones de borde où il y a pas mal de bétail. Et il a aussi utilisé le piémont. Ici, donc on est sur des altitudes de 300 mètres, également ici. Et ce qui est encore très intéressant, c'est qu'il a utilisé une zone davantage planitaire. Donc on est en plaine ici, où il y a des troupeaux également qui estivent, qui ne montent pas, enfin qui estivent en plaine et qui ne montent pas en estive montagnarde. Et les oiseaux donc, sont allés se nourrir également par là-bas. Donc cette zone est à 20 km donc, de la zone de reproduction. Ici, j'ai indiqué le domaine vital. Globalement, c'est le cumul des différentes aires des patatoïdes rouges. Là. Donc au total, le domaine vital peut être estimé à 111,5 km². Et si on cumule toutes les distances réalisées par cet oiseau durant ces presque 6 mois, eh bien, il a fait 12 886 km, soit environ 75 km par jour. En sachant qu'une partie du temps, eh bien, il n'a pas beaucoup bougé puisqu'il était en train d'incuber. C'est un adulte reproducteur. Alors, pour une question que j'aurais peut-être eue, c'est que la balise gêne-t-elle l'oiseau? Pas du tout. On voit que cet oiseau, eh bien, il s'est reproduit normalement. Il a élevé un jeune, il a migré et il est revenu. Et il a refait une deuxième saison, etc. Donc, la balise n'a pas d'impact sur sa vie, quoi, a priori. Alors bon, je pense qu'au début, il a dû être gêné. Il y a un stress certainement lié à la pose de la balise, mais bon, qu'il a fini par oublier. Et cet oiseau est toujours vivant et il a toujours sa balise. Donc là, il a été balisé en 2018. Donc, ce qui est intéressant, j'ai repris l'exemple d'un autre oiseau, alors non pyrénéen, parce qu'en fait, lui, il a eu beaucoup de trajets, il a eu 4 années de données avec sa balise. Donc, on voit qu'il a été balisé en 2016 ici, et il a fait un premier trajet en vert, là, et il est parti au sud de la Mauritanie. Il y a passé l'hiver. Il est revenu en 2017 avec la courbe verte, ici, là. Vous suivez mon curseur. Il s'est reproduit dans le Gard. Il est revenu exactement
où il avait été capturé. Il est reparti à l'automne, toujours la courte verte, c'est la même année. Ensuite, il est reparti à l'ouest, ici pour revenir, même secteur, et il est revenu, etc. Donc là, vous avez plusieurs années de migration. Ce qui est intéressant, c'est globalement, la zone de reproduction, bon, forcément, est la même. Il a donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une dispersion de reproduction qui est faible. Donc là, il utilisait toujours la même aire. Et ici, bon, il arrive toujours dans la même zone d'hivernage. Ça ne veut pas dire qu'il est resté là tout l'hiver, mais il arrive toujours un peu dans le même secteur. Après, il a pu bouger un peu loin. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le tableau, alors je ne vais pas vous le détailler, mais c'est pour vous indiquer que cet oiseau-là, ces 4 années-là, en migration post-nuptiale, c'est-à-dire après, à l'automne, il a effectué en général entre 4800, environ 5000 km à chaque fois, et il a mis entre 14 et 19 jours pour faire ces 5000 km. Au retour, bien, le retour est plus long, il fait presque entre 5005 et 7000 km et il met forcément un peu plus de temps. Alors il met entre 22 et 29 jours. Alors quelquefois, il arrive que les oiseaux se stationnent en Espagne, ce qui fait que s'il reste 4-5 jours en Espagne, c'était le cas je pense cette année-là, le nombre de jours est plus important. Ce qui est intéressant, c'est je ne sais pas si vous l'avez remarqué lorsque j'ai glissé mon curseur entre l'immigration post-nuptiale et l'immigration pré-nuptiale, on voit que les trajets sont différents. Les oiseaux, en septembre, ont une voie migratoire plus orientale qu'au printemps. Au printemps, ils partent plus à l'est, ils vont même jusqu'à longer la côte pour revenir. Donc, il y a une migration en boucle avec un temps donc plus long forcément au retour. On explique en partie certainement pour des raisons météorologiques. Et voilà. Donc ici, quelques chiffres. Donc en migration post-nuptiale, on a une moyenne de 300-350 km par jour. Et en pré-nuptiale, eh bien, ils mettent entre 250 et 280 km par jour. Ça, c'est pour l'oiseau donc du Gard. Ici, vous avez des données pour les Pyrénéens. Donc forcément, la distance pyrénéenne, elle est plus petite, hein, parce que les oiseaux partent d'Ossau ici. Donc il n'y a pas cette distance. La traversée ne se fait pas au même endroit. Les oiseaux qui vont à Gibraltar, ils ne partent pas vers l'est pour récupérer les pertuis pyrénéens des Pyrénées-Orientales, mais ils migrent directement en Val d'Aspe. Et donc la distance est plus faible. Humboldt, il avait réalisé 3300 et 3400 km. Et il a mis entre 11 et 15 jours les 2 années qui sont représentées ici. Alors, équipé d'une balise, c'est un jeune au nid. C'est un des derniers qu'on a équipé au nid. On lui a posé une balise, donc il est arrivé dans le sud de la Mauritanie. Il y a passé 3 semaines environ dans cette zone-là. Et ensuite, il est parti au Sénégal. Au Mali, à l'ouest du Mali, nord-ouest du Mali, dans cette zone-là où il y a un grand parc national. Et il est resté tout l'hiver et tout l'été. Pour après, enfin tout l'été, pas tout à fait, parce qu'il est revenu fin juillet, ici, dans quelques jours ici, et après, dans la dernière période, c'est-à-dire en septembre jusqu'à novembre, il a occupé cette zone. Vous voyez donc que le territoire vital, enfin le domaine vital, on dira hivernal, peut dans certains cas être beaucoup plus vaste que le domaine vital estival. Donc c'est un jeune, donc on peut aussi considérer qu'il y a un hiératisme important, donc il visite un certain nombre de zones. Peut-être que les adultes, c'est le cas, je peux vous le dire tout de suite déjà, les adultes vont moins visiter, vont faire moins de kilomètres d'une zone à l'autre, comme ça ils ont tendance à occuper une zone vaste, certes, mais plus vaste que la zone de reproduction, mais sur une même zone, une même patate, alors que celui-ci, bon, il a quand même pas mal bougé d'un coin à l'autre pendant une année.
Donc, en gros, le total, je l'avais noté, mais ça fait 70 000 km². Oui, si, je l'ai. Ici, il a fait 70 515 km², c'est assez important. Voilà. Donc ça, il s'agissait d'un immature, donc ça nous permet d'avoir un peu des informations sur ces trajets hivernaux et l'occupation du territoire en hiver. Et si on avait des correspondants africains dans ces secteurs, ce qui n'est pas le cas malheureusement, c'est très difficile, on pourrait essayer de mettre en place des mesures également de conservation dans ces secteurs plus précisément. Mais bon, le plan national d'action, comme son nom l'indique, il est national, donc on s'occupe en priorité des problématiques que l'on a sur notre territoire national. Donc là, ici, je voulais terminer pour remercier l'ensemble des participants. Bon, tous ne sont pas restés jusqu'au bout, j'espère ne pas avoir ennuyé trop de gens. Et je peux essayer de répondre à vos questions, soit maintenant ou par mail si vous le souhaitez. Bon, j'adresse également tous mes remerciements aux photographes, vidéastes qui ont illustré ce diaporama, et particulièrement les Ossallois, mes copains de la vallée d'Ossau, que sont Dominique Méninger et Didier Perrusquier. Voilà, je suis à disposition pour éventuelles questions. Alors, il y a Christine Sorsana qui a posé une question. Est-ce que vous voulez la poser vous-même ou est-ce que vous préférez que je la dise? Non, ouais, elle peut parler, oui. Ça changera. Ouais. Bonjour, bonsoir plutôt. Non, Oui. la question que je veux formuler, c'est la suivante. Bon, d'abord, je vous remercie pour votre exposé. Et la communauté des ornithologues semble disposer de nombreuses données sur les déplacements de ces vautours. Quels sont les objectifs qui motiveront les autres poses de balises au vu des prises de conscience relatives au bien-être animal? Parce qu'effectivement, ces questions de capture et de pose, ça soulève un certain nombre de questions. Voilà. Alors, Pour préciser un petit peu, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître encore pour justifier effectivement ces captures et ces poses de balises dans… Alors, je ne l'ai peut-être pas suffisamment indiqué, mais en fait, les objectifs de pose de balises tels qu'on les a déposés dans nos programmes respectifs auprès du CRBPO, du muséum, concernaient pas tellement la migration et les voies d'hivernage, en fait. Ce qui nous importe surtout, et c'est surtout là-dessus que les premiers résultats sont très importants, c'est-à-dire que, comme je l'ai montré, on a beaucoup d'informations sur la migration, les voies migratoires et maintenant un peu sur les taux de survie lors de ces trajets. Mais on a relativement peu d'informations en France, tout au moins, sur l'occupation territoriale des oiseaux sur les différents sites. Des mesures conservatoires, mais qui sont mises en place essentiellement sur ce qu'on appelle les zones de sensibilité majeure, à savoir donc des secteurs qui sont à proximité des zones de reproduction, globalement, c'est-à-dire entre 600 mètres et 1 km autour de l'aire. Donc, il y a pas mal de mesures de protection qui sont prises pour éviter les dérangements. Mais pour autant, on a peu d'informations sur les zones sur les zones d'errance des immatures, sur les zones de nourrissage des adultes, de manière à essayer de glaner de l'information pour aussi équiper, éventuellement neutraliser certaines lignes électriques, répondre sur les enquêtes d'utilité publique. On a besoin d'informations sur les potentiels dérangements lors des projets de fermes éoliennes en particulier. Donc, c'est une contribution indispensable en fait aux mesures conservatoires. C'est-à-dire qu'on affine, on essaie d'être le plus pertinent possible dans les mesures conservatoires. Et je pense que autant il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les zones de proximité, enfin le territoire vital, on dira, mais sur le domaine vital, beaucoup moins. Après, bon, comme ça l'est indiqué dans les différents items là, à l'écran, il y a l'utilisation des dortoirs. Nous, on a un dortoir qui, malheureusement, a comporté jusqu'à 70 individus en Pays Basque, qui maintenant est plus ou moins déserté. Bon, on a une maximale maintenant de 20-30 oiseaux selon les années. Et c'est une zone en fait qui est quand même assez fragile parce qu'on peut imaginer, admettons, un empoisonnement dans le secteur. On a une catastrophe importante puisque 30 individus qui passent au tapis et
et sur une population aussi faible, enfin, bon, on a 90 reproducteurs, on ne sait pas exactement combien on a d'individus au total sur ce versant pyrénéen durant la saison de reproduction, mais ça serait quand même une grosse perte selon les classes d'âge, en sachant que c'est surtout les adultes qui sont présents et c'est la survie adulte qui importe beaucoup dans la dynamique. Donc, c'est aussi d'avoir des informations sur cette fréquentation autour des dortoirs. Et voilà, donc ça justifie le programme, plus que d'en connaître davantage sur les voies migratoires. Comme les résultats que je montre, c'est là où on en sait le plus. C'est sûr qu'on n'équipe pas des oiseaux. D'ailleurs, on a décidé de ne plus équiper les juvéniles parce qu'en fait, bon, les juvéniles, ben, si on les équipe, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir sur le domaine vital. Peut-être qu'ils reviendront 4, 5, 6 ans après. Et notre objectif prioritaire, bon, je le répète, c'est quand même de connaître le secteur, enfin le domaine vital autour des sites de reproduction. Après, par rapport aux risques, bon, les risques sont sur la pose de valise, ben, ils ne sont jamais nuls, c'est certain. Bon, il y a un stress lors de la pose, il peut y avoir une gêne de l'oiseau, bien que jusqu'à maintenant, enfin moi, je n'ai pas de remontée négative. On voit que les oiseaux ben, se reproduisent, élèvent des jeunes et que ça ne leur pose pas de problème majeur. Donc, et on n'est pas sur un projet d'équiper 500 oiseaux non plus. On essaye, compte tenu de la difficulté, de toute façon, ça serait complètement délirant de vouloir équiper tous les oiseaux. Ce n'est pas notre objectif, c'est de cibler et d'avoir quand même un échantillon un peu plus fort que ceux qu'on avait aujourd'hui, en sachant que les 9 oiseaux qui ont été équipés, il y avait quelques jeunes et quelques individus issus de centres de soins bon, qui donnent des résultats biaisés forcément. Voilà. Combien de temps leur faut-il en moyenne pour aller de France au Maroc ou plus loin au sud? Ah, pour la traversée? Oui. Ah, c'est très rapide. Alors, je crois que dans le tableau que j'ai mis là, je reviens sur le diaporama, pardon. Je suis en tête. Attendez, je vais regarder. Ah, j'ai marqué les dates, mais je n'ai pas marqué la durée. C'est très rapide. Hein, bon, je ne vais pas la donner, mais par peur de dire une bêtise. Mais c'est de l'ordre d'un quart d'heure, 20 minutes. La traversée. Si c'était ça la question, c'est une traversée qui est au-dessus de la mer qui est très rapide. Je ne sais pas si c'était bien ça la question. Oui, c'était ça. Oui. Enfin, de France au Maroc. Oui. Après les oiseaux qui traversent, ils ne s'arrêtent pas. C'est une question qui m'a été posée dans un autre exposé. C'est une fois que les oiseaux ont traversé, est-ce qu'ils s'arrêtent? Ben non, ils continuent. C'est-à-dire que la mer est certainement une difficulté, mais une fois qu'ils l'ont passée, ben, ils continuent leur trajet migratoire jusqu'à la fin de journée, parce qu'en fait, la nuit, ils ne migrent pas. Et de la même manière, bon, la mer est une petite, enfin, la traversée maritime est une petite distance à Gibraltar, mais bon, vous imaginez bien que le Sahara, c'est beaucoup plus grand. Et bon, donc, ils font ça le plus rapidement possible. Donc, vous avez une distance moyenne parcourue de 300 km par jour. Donc, c'est quand même une vitesse de croisière de 30-40 km/h. Donc, il ne tarde pas. Alors, il arrive, comme il me semble que je l'ai dit à un moment, que eh bien, c'est arrivé qu'un oiseau, par exemple celui du Gard, là, que je vous ai montré tout à l'heure, lui, il a stationné plusieurs jours en Catalogne sur justement un moulin d'arrêt, une zone où des carcasses sont déposées par les éleveurs. Donc, bon, il a trouvé, c'était un opportuniste, mais il n'est pas resté longtemps, il est remonté
3-4 jours après, il a continué sa migration jusque dans le Gard et aux abords de l'Ardèche. Oui, j'aurais deux questions. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonsoir tout le monde. J'aurais deux questions. La première, c'est est-ce qu'on assiste à des débuts d'hivernage en Europe du Sud pour certains individus adultes dans le sud de l'Espagne, mais au sud de l'Europe en général? Et ma seconde question, c'était est-ce qu'il y a des programmes de conservation qui sont effectifs ou en collaboration avec les suivis qui se font en Europe sur les zones d'hivernage subsahariennes? Alors, à la première question, oui, depuis quelques années, une dizaine d'années, on connaît une zone d'hivernage en Espagne et en Extrémadure, où il y a du côté de Caceres, où il y a environ 130 vautours pernoctaires qui passent tout l'hiver, de différentes classes d'âge. Mais c'est le seul secteur que l'on connaisse actuellement, donc c'est quand même pas négligeable. Bon, par rapport à la population d'Espagne, du Portugal et de la France, bon, il y a quand même encore une majorité d'individus qui hivernent en Afrique. À ce jour, je n'ai aucune donnée de contrôle d'un oiseau français bagué ou balisé qui a stationné en Espagne. C'est pour répondre à la première question. Par rapport à la seconde question, est-ce qu'il y a des actions de conservation menées sur la partie hivernale? Et alors, la réponse, elle va être double. Sur la partie, disons, occidentale, c'est les oiseaux nous concernant, il n'y a pas de mesure de conservation. Bon, la raison majeure, c'est que on n'a pas de contact ou très peu de contact avec les structures de protection de la conservation de la nature en Mauritanie et au Mali, en sachant que la raison majeure, c'est aussi que les zones en fait, sont des zones un peu compliquées du fait du contexte politique. Donc il y a peu de gens qui y vont dans ces secteurs et encore moins d'ornithologues. À une époque, il y a eu des chercheurs espagnols qui sont allés, quand c'est pas trop craignos encore, qui sont allés en Mauritanie. Moi, personnellement, je suis allé au Mali. Mais bon, j'avais établi des contacts avec quelques ornithologues à l'époque, mais qui, en fait, ne suivaient pas l'espèce et d'ailleurs ne la connaissaient pas très, très bien. Voilà. Après, je disais que ma réponse allait être double parce qu'en fait, sur le projet LIFE Balkan, donc c'est un projet important avec des moyens importants qui est développé sur la population de Bulgarie et de Grèce. Il y a tout un travail qui est mené en collaboration avec les pays africains, en particulier le Niger, pour faire de la sensibilisation du public par rapport aux problématiques d'empoisonnement, de chasse. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques oiseaux qui sont tirés pour la pharmacopée, entre autres. Il y a du trafic aussi, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui sont tirés au Niger pour être revendus dans d'autres pays. Donc là, il y a un travail de sensibilisation qui est fait avec d'autres organisations africaines. Voilà. Et après, il y a eu un travail aussi qui a été mené sur les secteurs migratoires où il y avait des poteaux électriques de lignes très haute tension ou haute tension en Éthiopie, par exemple, au Tchad même également, je pense, qui étaient très dangereux. Il y avait une forte mortalité sur ces poteaux parce que ça servait de halte migratoire. Et donc, il y a eu une neutralisation de ces poteaux qui a été menée à la fois par plusieurs équipes, quoi, en concertation évidemment avec les autorités locales et les distributeurs d'électricité. Merci bien. Voilà. Alors, on aimerait bien mener des actions sur la partie africaine, mais bon, on a beaucoup de difficultés déjà à amener les actions de suivi et de conservation en France. Je n'ai pas trop parlé parce qu'en fait, on a un magnifique plan national d'action, mais on a très peu de moyens, hormis ceux du ministère, la subvention accordée par le ministère de l'écologie sur ce PNA. Mais les moyens sont infimes et ridicules et ne permettent pas de mener l'ensemble des actions prévues au plan. Donc, on n'a pas les moyens de notre ambition, ça c'est clair. Donc, heureusement, une grosse partie du travail se fait par des bénévoles, dont moi, qui assure la coordination bénévolement, par exemple. C'est un temps énorme consacré, mais si c'était un salarié qui devait le faire, bon, ça grèverait encore une grosse partie du budget.
Bon, sans parler le suivi est fait en grande partie par des associations. Il y a très peu d'indemnités qui arrivent auprès des bénévoles pour les indemnisations de déplacement. Il y a les organismes tels que les parcs nationaux ont du mal à s'engager puisqu'ils perdent du personnel. Ce n'est pas forcément leur priorité, voilà, etc., etc. Donc, on a peu de moyens en France pour mener à bien l'ensemble de ces actions. Alors, vous imaginez bien, essayer de développer des actions là-bas. Ce n'est pas que je ne voudrais pas aller en mission dans ces secteurs, mais c'est compliqué. Une dernière question peut-être, ou deux autres? Ou plus d'autres? Bon, je connaissais pas du tout bon, j'ai regardé un peu je connaissais pas les noms des personnes présentes lors de cette, la plupart, je pense que je connaissais pas grand monde. Donc, je pense que ce ne sont pas forcément des observateurs locaux. Donc, c'est intéressant d'avoir touché un public peut-être pas forcément très, très averti, mais ne sachant pas quelle est l'origine des personnes. Peut-être que ce sont des étudiants qui s'intéressent à ces problématiques à la fois de conservation et de connaissance de la biologie de ces espèces. Et si j'ai pu un peu répondre à certaines questions, ben, tant mieux. Si je n'ai pas d'autres questions, ben, je propose qu'on en reste là. Je vous ai laissé mon adresse email, vous pouvez la noter. Et si vous êtes trop timide, vous pouvez toujours m'interroger. En général, je réponds toujours. En général, je réponds toujours. Lorsque j'ai la réponse, évidemment. Autrement, si vous voulez aller plus loin, bon, vous pouvez me demander, je fais des rapports annuels. Il y a beaucoup de publications qui paraissent sur l'espèce en anglais, malheureusement, et qui apportent un peu plus chaque jour de la connaissance. En France, bon, on est un peu à la traîne. On n'a pas de chercheurs qui travaillent sur l'espèce, ou très peu. Ils sont plus impliqués dans des programmes Vautour Fauve ou JPAET. Mais heureusement, les Espagnols publient pas mal. Et donc, ça nous permet d'avoir des informations sur la biologie de l'espèce, sur les questions que j'ai à peine abordées ce jour, sur les problématiques de trophique, de dynamique de population, etc. Évidemment, il y a beaucoup d'articles qui paraissent et qui sont intéressants, si vous voulez aller plus loin. Voilà. Betty, je te laisse conclure. Je te remercie, Eric, de nous avoir partagé ces informations concernant le Vautour Percnoptère. C'était une belle conférence avec plein de remerciements en retour. Et voilà, donc merci à tous d'avoir participé avec nous. Voilà, il y a d'autres conférences que l'association proposera sur la fin de l'année. Donc voilà, faut pas hésiter à regarder, on va vous tenir informés. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.